retrouvons aujourd'hui pour l'activité 2, biodiversité, résultats et étapes de l'évolution. La séance d'aujourd'hui va porter sur le chapitre 1, les échelles de la biodiversité. Mais au final, qu'est-ce que la biodiversité? Pour pouvoir y répondre, l'activité 1, la biodiversité s'exprime à différentes échelles. Je vais faire preuve d'un petit peu d'originalité aujourd'hui puisqu'on va commencer par écrire le bilan 1. Ce bilan 1, c'est le terme de biodiversité est utilisé pour désigner la diversité du vivant, puisque biodiversité, bio, ça veut dire vie en grec, c'est donc la diversité de la vie. Mais également, nous allons étudier, grâce à la biodiversité, la dynamique entre le vivant, mais également entre le vivant et son milieu. Nous allons pouvoir décrire la biodiversité à 3 niveaux. C'est pour ça qu'on va faire finalement 3 sous-activités. Pour la première activité, je vous propose d'étudier ces 2 photos. Bon, tout d'abord, je vais vous mettre en situation, c'est-à-dire que la biodiversité peut s'étudier à différentes échelles, à différents niveaux. Et les premières différences visibles sont à l'échelle de l'écosystème, c'est-à-dire que c'est le niveau le moins zoomé, si vous voulez. Et on vous indique qu'un écosystème est composé d'une partie non vivante et d'une partie vivante. Donc ici, sur nos 2 écosystèmes, on a tout d'abord à gauche la photographie d'une forêt tempérée. C'est un écosystème qui n'est pas modifié par l'homme, un écosystème naturel. Et sur la photographie de droite, vous avez un champ. Et un champ, c'est un écosystème modifié par l'homme, c'est-à-dire que l'objectif, c'est d'exploiter de manière agricole. En fait, on appelle ça un agrosystème. Je vous propose comme consigne de réaliser un tableau. Un tableau, pourquoi? Pour comparer, bien entendu, les 2 écosystèmes, forêt et champ. Vous allez devoir indiquer en plus la partie non vivante et la partie vivante. Pour vous donner quelques indications avant de commencer votre tableau. Normalement, il devrait y avoir 3 colonnes et 3 lignes. La première colonne et la première ligne vont être les titres. Je vous propose de mettre au niveau des colonnes les 2 écosystèmes, c'est-à-dire la forêt et le champ. Peut-être qu'au niveau des lignes, vous pouvez indiquer la partie non vivante et la partie vivante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement partie non vivante et vivante? La partie non vivante, ça correspond aux paramètres physiques et chimiques de notre environnement, c'est-à-dire de notre écosystème. Ici, il s'agit par exemple de l'humidité ou encore de la luminosité, de la température, de l'épaisseur du sol. Impossible de mettre des valeurs avec ces photographies, mais il s'agit d'être relatif l'un par rapport à l'autre. Est-ce que par exemple vous avez une idée de quel des 2 écosystèmes est le plus frais? Pour la partie vivante maintenant, il va falloir décrire ce que vous voyez. Donc ici, vous voyez surtout des végétaux. Si vous ne savez pas le nom des végétaux, peut-être que vous pouvez indiquer à quoi ils ressemblent. Certes, nous voyons que des végétaux, mais faites preuve un petit peu d'imagination également. Quels pourraient être les animaux qui pourraient vivre dans ces 2 écosystèmes? Je vous laisse mettre la vidéo en pause pour pouvoir réfléchir à ces différentes notions. Commencez à reprendre dans votre cahier ce qui est exprimé en couleur et réalisez votre tableau. Bon courage et on se retrouve pour la correction. Donc ici, je vous présente le tableau avec au niveau des colonnes, comme ce que je vous proposais, forêt tempérée et champ, et au niveau des lignes, partie non vivante et partie vivante. Bien entendu, il va falloir mettre un titre à votre tableau. Donc ici, le titre que je vous propose, vous avez pu en mettre un autre qui est très bien, c'est tableau regroupant la partie non vivante et la partie vivante dans une forêt tempérée et dans un champ. C'est-à-dire que je vais reprendre les différents titres de mes colonnes et de mes lignes. Pour la forêt tempérée, la partie non vivante, c'est-à-dire que ce que j'imagine si je me projette dans cette forêt, c'est certainement que c'est un milieu fermé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que on va pas avoir une vision lointaine au sein de cette forêt. On est un petit peu encadré par les différents arbres. Le milieu, il va certainement être
humide, il va faire frais et c'est assez peu lumineux. Alors à cause de quoi? Certainement à cause des êtres vivants qui y sont. Alors ici, il s'agit certainement d'êtres. On peut imaginer comme animaux qu'il y a des hérissons, des blaireaux, des fouines, cerfs, sangliers, martres, pics et pêches, etc. Ici, il est impossible d'être exhaustif sur tous les animaux et les végétaux qui peuvent être présents. Parce qu'il y a également certainement des fougères, par exemple, si c'est un milieu humide et frais. Pour le champ, tout d'abord la partie non vivante. Si vous avez eu des difficultés à remplir le tableau pour la forêt humide, peut-être que c'est le moment de réfléchir pour le champ. Qu'est-ce que vous en pensez? Ici, on a une vision lointaine, donc c'est plutôt un milieu ouvert. Certes, ça va être humide, mais si c'est humide, c'est grâce à l'arrosage. C'est certainement un milieu venteux, ensoleillé, etc. Quels sont les êtres vivants qu'on visualise? Ce qu'on va visualiser surtout, c'est du colza, puisqu'il s'agit d'un champ de colza. Mais on peut voir au fond, ici, les arbres qui sont là, il s'agit de peupliers. On pourrait peut-être voir un chevreuil traverser ou encore un lièvre. Il pourrait y avoir des campagnols et voler dans le ciel corneilles et buses. Voici donc le tableau qui permet de faire le point sur finalement les deux notions qui composent un écosystème, c'est-à-dire la partie non vivante, les conditions physico-chimiques, et la partie vivante, c'est-à-dire les espèces qui font partie de cet écosystème. Nous allons donc pouvoir commencer à compléter le bilan 1 que nous avons commencé à reprendre tout à l'heure. Nous avions écrit que le terme de biodiversité est utilisé pour désigner la diversité du vivant et sa dynamique à 3 niveaux. Et le premier niveau de la biodiversité sont les écosystèmes avec une partie non vivante et une partie vivante. Voici donc pour le premier point de notre séance. Pour le deuxième point, ce que je vous propose, c'est une petite vidéo. Elle dure seulement 1 minute 27. Vous allez la regarder en entier la première fois. Et pour le deuxième visionnage, je vais l'arrêter et vous allez devoir prendre quelques notes sur la notion d'espèce afin de définir concrètement qu'est-ce qu'une espèce. Je vous ai donc fait visionner une première fois cette petite vidéo. Il va s'agir ici de la reprendre et de couper à des endroits stratégiques, peut-être de la commenter, de vous dire de faire attention à tel endroit, que vous puissiez prendre des notes dans votre cahier. La parution des nouveaux volumes a pris du retard. Il faut du temps pour décrire une espèce et avant de la décrire, il faut l'observer. En ce moment, Buffon, qui rédige l'article sur les ânes, s'intéresse au bardeau, une bête hybride qui est le résultat du croisement entre un poney mâle et une ânesse. Non seulement l'animal est plus têtu que ses congénères, mais surtout, il est stérile. Un des grands apports théoriques de Buffon, c'est la transformation du concept d'espèce. C'est-à-dire, au lieu de considérer qu'une espèce, c'est simple. Attention, ici on va vous dire ce qu'on considérait à l'époque comme la notion d'espèce, c'est-à-dire que c'est encore le cas, mais cette définition va être complétée. Donc écoutez bien cette première définition. L'ensemble de tous les individus qui se ressemblent. Donc l'ensemble de tous les individus qui se ressemblent, donc ça fera toujours partie de la définition d'une espèce. Il considère qu'une espèce doit inclure une dimension généalogique, une dimension temporelle. Qu'est-ce que c'est qu'une espèce? Du coup, là, c'est vraiment la notion la plus importante à mettre dans votre cahier. Écoutez bien. Des parents qui donnent naissance à des enfants qui leur... Des parents qui donnent naissance à des enfants qui leur ressemblent. Et ces enfants sont eux-mêmes féconds. Et les enfants sont eux-mêmes féconds. Fécond, c'est l'inverse de stérile, ça veut dire fécond, qui peut donner la vie. L'idée que l'espèce, c'est une lignée. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et qu'entre chacune de ces lignées, il y a des barrières infranchissables. On peut illustrer ça par 2 cas. Donc ici, on va vous faire des exemples concrets pour bien comprendre la notion d'espèce. Et ici, un contre-exemple, c'est-à-dire ce ne sont pas finalement, ils ne font pas partie de la même espèce, ces deux animaux qu'on vous présente. L'âne et le cheval, il a 2 formes qui sont très proches
l'une de l'autre, morphologiquement, et qui pourtant, quand elles se sont croisées, elles donnent un mulet qui lui-même est stérile. Donc, ici, l'âne et le cheval se ressemblent, on pourrait croire qu'ils font partie de la même espèce, or leur descendance est stérile. Donc ce n'est pas le cas, ils font partie de deux espèces distinctes. elles appartiennent pour lui à deux espèces radicalement différentes. À l'inverse, les Deuxième exemple qui, lui, permet bien de définir la notion d'espèce. chiens, on a toute une foule de formes qu'on aurait du mal à mettre dans le même sac. Eh bien, quand on les croise, on obtient une descendance féconde, des bâtards. Donc, à ce moment-là, eh bien, on a bien une seule espèce. Si je reprends ce qui a été dit dans la vidéo, je vois qu'il faut observer une espèce pour la décrire. On vous indique aussi qu'on étudie un animal, le bardeau, qu'il est particulièrement têtu et qu'il est également stérile. C'est le résultat du croisement entre un poney mâle et un âne femelle. On vous indique également la notion d'espèce. Une espèce, ce sont des parents qui donnent naissance à une progéniture qui ressemble aux parents et cette progéniture est féconde. Lorsqu'on croise un âne et un cheval, ça va donner un mulet stérile. Donc, l'âne et le cheval sont deux espèces différentes malgré qu'elles se ressemblent. Alors que les chiens ne se ressemblent pas forcément, prenez un chihuahua et un berger allemand, mais ils peuvent se reproduire ensemble. Ça donne un bâtard, et ce bâtard il est fécond, donc on a une seule et même espèce. Cette deuxième petite activité va nous permettre d'aboutir sur la suite du bilan. Tout d'abord, rappelez-vous, nous avons vu dans le début du bilan que le terme de biodiversité est utilisé pour désigner la diversité du vivant et sa dynamique à 3 niveaux. Donc on a vu le premier niveau, les écosystèmes qui sont composés d'une partie non vivante et d'une partie vivante. Alors, d'après vous, quel est le deuxième niveau de la biodiversité ? Eh bien, il s'agit de la notion d'espèce. Et donc cette notion d'espèce, elle va jouer un rôle très important dans la description de la biodiversité observée. Des fois, on résume la biodiversité uniquement à cette notion d'espèce. Mais attention, hein, c'est faux, il faut être un petit peu plus global, avoir une vision d'ensemble. Et cette notion d'espèce, en fait, est un concept créé par l'humain pour permettre finalement de pouvoir mieux décrire le monde qui nous entoure. Maintenant que nous avons fini la première et la deuxième sous-activité, nous allons passer donc au dernier point. Pour ce dernier point, je vous propose de travailler sur le pelage des chats. Il existe de nombreuses races de chats qui diffèrent notamment par la coloration, les motifs ou encore la longueur de leur pelage. Cette dernière, c'est-à-dire la longueur du pelage, est déterminée par un gène. C'est donc génétique. C'est le gène FGF5 qui est responsable de la production d'un facteur de croissance, la protéine du même nom, par les cellules de la racine du poil. J'ai un premier document avec des exemples de pelage chez le chat. Le chat norvégien, lui, a des poils qui sont extrêmement longs. Le chat persan, lui, a une fourrure à poils mi-longs, alors que le chat européen, finalement, a des poils assez courts. J'ai également un tableau dans le document. Dans ce tableau, on vous dit que chaque ligne correspond à une des deux hélices d'un fragment du gène FGF5 chez les chats norvégiens, persans et européens qu'on a obtenu grâce à un logiciel qu'on aura peut-être l'occasion d'utiliser ensemble. À partir de l'exploitation des documents et de vos connaissances, voici ce que vous devez faire. Vous devez expliquer la différence de pelage observée entre les chats norvégiens, persans et européens. Donc, expliquer la différence de pelage chez ces trois races de chats. Votre texte sera composé d'une introduction, d'un développement et d'une conclusion. Je vais donc vous laisser mettre la vidéo en pause pour pouvoir étudier ce document et respecter la consigne. On se retrouve après pour la correction. Vous avez donc eu l'occasion de réfléchir à cette consigne et à ce qu'on vous demande de faire.
La première chose à indiquer va correspondre, bien entendu, vous avez l'habitude, à la problématique. Et ici, la problématique, ça correspond à reprendre la consigne et à mettre devant comment. Donc, comment expliquer la différence de pelage observée entre les différents chats. Attention, si vous avez mis quelle est la différence de pelage, vous ne reprenez pas réellement la question. Je ne vous demande pas de me décrire le pelage qui est long, mi-long ou court. Non, je vous demande l'origine de cette différence. Donc attention à bien faire une problématique qui correspond à la consigne. Ensuite, il va falloir reprendre les informations des documents. Certainement le document le plus intéressant ici correspond au tableau, mais avant de vous lancer dans FGF5, il va peut-être falloir que vous décriviez ce que c'est. Donc, je vous propose le gène FGF5 fabrique, synthétise la protéine du même nom qui permet la croissance du poil chez le chat. Si je regarde davantage, ce que je vois, c'est finalement qu'il y a des différences. Et ces différences, je vais pouvoir les expliciter, dire exactement ce qu'on voit. Au niveau ici de la ligne, je vais avoir la position des nucléotides dans l'ADN. Je vous rappelle que l'ADN est formé d'une double hélice et que cette double hélice est formée de nucléotides qu'on représente simplement avec des lettres A pour adénine, T pour thymine, C pour cytosine et G pour guanine. Je vous rappelle également une notion très importante qu'on a vue ensemble, c'est que les nucléotides, ils sont complémentaires, c'est-à-dire qu'on a le A en face de T et le C en face de G. Maintenant qu'on a revu ces notions, ici, pour le chat norvégien, ce que je vois, c'est que pour la position 170, on a un C dans les 3 cas. Je sais que l'ADN est double hélice, donc le C est en face du G. Je vois ici que pour la position 182, pour le chat norvégien, j'ai un A qui sera donc en face du T. Alors que pour le chat persan et le chat européen, j'ai un T et le T c'est en face du A. C'est ce que j'ai remis ici, c'est-à-dire que pour la position 182, le chat norvégien a un A en face du T et le chat persan européen ont un T en face du A. Pour le chat persan, ici, on voit qu'il y a une différence au niveau de la position 194 où j'ai un A. Donc mon A, vu que c'est une double hélice, est en face du T, alors que pour les deux autres chats, j'ai un C en face du G. Un C en face du G. Je vais donc avoir finalement sur mes 3 lignes 3 informations génétiques différentes. Attention, elles ne sont pas beaucoup différentes. Il y a seulement une paire de nucléotides qui change à chaque fois. Donc c'est bien le même gène. Le gène qui est responsable de la production d'un facteur de croissance qui détermine la longueur du poil. Sauf que s'il y a une légère différence, finalement, notre poil va certainement être d'une longueur différente. C'est ce qu'on va revoir ici. Ce gène FGF5 existe bien chez tous les chats, puisque une espèce, ce sont des êtres vivants qui se ressemblent, qui peuvent se reproduire entre eux, qui donnent une descendance féconde, mais également un point important à rajouter dans notre définition, c'est que tous les individus d'une même espèce possèdent les mêmes gènes. Sauf que, parfois, il se peut que le gène soit légèrement différent. Et c'est le cas ici pour chaque race. Cela explique donc la différence de pelage chez le chat. Nous voyons donc ici le dernier point de notre bilan 1, c'est-à-dire qu'on a vu le premier niveau, le niveau des écosystèmes, on a également le niveau de l'espèce, mais au sein même de l'espèce, nous avons des variations entre membres d'une même espèce, et ça repose sur la variabilité de notre molécule d'ADN, enfin de notre molécule. Nous en avons quand même 46, je vous rappelle 23 paires. Et c'est ce qu'on appelle la diversité allélique. Le mot allélique, ça vous rappelle certainement un autre mot que vous connaissez bien et qui est tout à fait en rapport, c'est la notion d'allèle.
Alors ici, on va revoir la notion d'allèle. Tout d'abord, dans une vision très globale, nous avons ici notre cellule avec notre membrane plasmique, notre cytoplasme et l'information génétique. Cette information génétique peut être dans un noyau. C'est un compartiment à l'intérieur d'une cellule. Je vous rappelle qu'un compartiment à l'intérieur d'une cellule, c'est un organite. Nous avons zoomé ici sur un chromosome. Ce chromosome est présent en 2 exemplaires. Donc finalement, chaque chromatide, chaque partie correspond à une molécule d'ADN. Notre molécule d'ADN, elle peut se dérouler, comme vous voyez ici. Hop, et si je la déroule et que je zoome, je vais voir donc les nucléotides. Et si je la compacte, cette molécule d'ADN, eh ben, je peux voir un chromosome, puisqu'un chromosome, c'est de l'ADN pelotonné, comme dans une pelote de laine. Maintenant qu'on a bien compris ce que c'était un chromosome, c'est-à-dire que c'est de l'ADN qui est compacté, attardons-nous sur la notion de gène. Pour un être humain, l'homme, donc l'espèce humaine, nous avons à peu près 21 000 gènes. Ces 21 000 gènes, ils sont répartis sur nos 23 paires de chromosomes. Et donc, par exemple, pour cette paire de chromosomes, on aurait un gène 1 qui est sur une certaine position, le gène 2, le gène 3, le gène 4 et le gène 5. On a de nombreux gènes sur un seul et même chromosome, puisque 21 000 gènes doivent être positionnés sur nos 23 paires de chromosomes. Sur chacun des 2 chromosomes qui composent une même paire, nous avons les mêmes gènes, comme vous pouvez le voir ici. La même position des gènes sur les 2 chromosomes d'une même paire est également une notion importante. Maintenant qu'on a compris ce que c'est un gène, on va étudier un gène en particulier, le gène ABO. Le gène ABO, c'est le gène du groupe sanguin. Il est positionné sur le chromosome numéro 9 chez l'espèce humaine. Et pour ce même gène, nous avons 3 variations, 3 allèles différents. Des allèles, ce sont des modifications dans la molécule d'ADN, des versions différentes d'un gène. Si nous avons la même version du gène, nous avons 2 allèles identiques et par exemple A, nous sommes du groupe sanguin A, tout simplement. Ici, j'ai un cas un peu plus compliqué. A et O. Par exemple, ma mère a pu me donner ce chromosome avec l'information génétique A et mon père a pu me donner ce chromosome avec l'information génétique O. J'ai donc 2 allèles différents sur la même paire de chromosomes. Ici, un seul s'exprime parce que A est dominant et O est récessif. Ça vous rappelle certainement des souvenirs de 3e. C'est impossible de le deviner, c'est une notion que vous devez connaître. Donc, sachant qu'il n'y a que le A qui s'exprime, nous sommes aussi du groupe sanguin A. Et enfin, pour le dernier exemple, j'ai également un cas où j'ai 2 allèles différents, mais vu que A et B sont tous les 2 dominants, je suis du groupe AB. Tout à l'heure, pour mon chat, j'avais également 1, 2, 3 versions différentes de mon gène FGF5. Je pourrais donc indiquer que j'ai 3 allèles pour ce gène. Nous allons donc pouvoir conclure en rajoutant une toute dernière notion. C'est que par rapport à la dernière échelle que nous avons vue ensemble, la diversité allénique, il existe différents allèles d'un même gène qui coexistent dans une même population. Ces différences, ça vient des mutations qu'on a déjà décrites ensemble. Ces mutations se sont produites au fur et à mesure des générations. Et donc, nous allons pouvoir exprimer toutes les notions qu'on a vues dans un seul et même schéma. Ce petit schéma qui vous est proposé reprend les 3 niveaux de la biodiversité. Tout d'abord, la diversité des écosystèmes. On a vu par exemple une forêt tempérée. On pourrait étudier un lac, un désert, une forêt tropicale, un océan et beaucoup d'eau, bien entendu. Au sein des écosystèmes, on a une partie vivante. Ça va être les espèces. On peut par exemple parler du piquet-pêche dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et au sein même d'une espèce, comme par exemple l'escargot, je peux avoir
différentes couleurs de coquilles. Et donc, ça pourrait être le gène couleur de coquille qui est étudié avec différentes variations. Ici, il existerait, par exemple, 5 allèles pour le gène couleur de coquille. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie et je vais donc vous proposer différents exercices pour vérifier si vous avez bien compris les notions qu'on a vues ensemble dans ce cours. Bonne continuation!